Bonjour Marwan, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de la correction du brevet de mathématiques de Pondichéry de cette année 2018. C'est un sujet que vous pouvez télécharger à partir d'Internet. Le sujet comporte 7 exercices. Dans cette vidéo, j'expose donc la correction de l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Je ne peux pas faire une vidéo où il y a tous les exercices car après c'est trop lourd, je ne peux pas les télécharger. Donc on va les faire partie par partie. Donc on commence par l'exercice numéro 1 qui est un exercice de probabilité noté sur 13 points. Donc je lis l'énoncé. On considère un jeu composé d'un plateau tournant et d'une boule. Représentez ci-contre, ce plateau comporte 13 cases numérotées de 0 à 12. On lance la boule sur le plateau. La boule finit par s'arrêter au hasard sur une case numérotée. La boule a la même probabilité de s'arrêter sur chaque case. Donc la question numéro 1, quelle est la probabilité que la boule s'arrête sur la case numéro 8? Donc, je résume un peu l'information, les informations données au niveau de l'énoncé. Donc, il s'agit d'une expérience aléatoire où le nombre de cas possibles, les issues possibles de l'expérience, donc on voit 13 cases allant de 0 à 12, ce sont des cases numérotées de 0 à 12, donc toutes distinctes. Nous avons aussi une autre information clé qui est que toutes les cases ont la même chance, la boule a la même chance de tomber au niveau de chaque case, donc il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Je rappelle également que le calcul d'une probabilité, c'est le rapport au numérateur du nombre de cas favorables, le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement que je suis en train de calculer. Ici, c'est que la boule tombe sur la case numéro 8 sur le nombre de cas possibles. Donc, le nombre de cas favorables, il suffit de les énumérer. Donc, nous avons une seule case qui porte le numéro 8. Donc, nous avons un seul cas favorable sur un total de 13 cas possibles. Je passe à la question numéro 2. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule s'arrête soit un nombre impair? Eh bien là, c'est pareil. Donc, on va revenir à la définition. On va énumérer le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de cas où je pourrais tomber sur un nombre impair, rapporté au nombre de cas possibles. Donc, quels sont les nombres impairs ici? Donc, 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Donc, nous avons 6 cas favorables sur un total de 13 cas possibles. Question numéro 3. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule s'arrête soit un nombre premier? Donc, un nombre premier, on rappelle, qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. C'est un nombre qui a uniquement deux diviseurs distincts qui sont 1 et lui-même. Donc, partant de là, 0 n'est pas un nombre premier puisqu'il est divisible par tous les nombres. 1 est divisible, bien sûr, par 1 et par lui-même, mais ça fait deux diviseurs qui ne sont pas distincts, deux diviseurs égaux, donc ce n'est pas un nombre premier. 2 est un nombre premier puisqu'il est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Également, 3 est un nombre premier puisqu'il est divisible uniquement par 1 et par 3, c'est-à-dire lui-même. À partir donc de là, tous les nombres pairs strictement plus grands que 2 ne seront pas des nombres premiers, puisqu'ils seront par définition divisibles également par 2. Donc on va éliminer tous les nombres pairs, c'est-à-dire 4, 6, 8, 10 et 12. Enfin, si on continue comme ça, donc 5 est un nombre premier, 7 est un nombre premier, 9 est impair, mais il est divisible par lui-même par 3 et par 1, donc il a 3 diviseurs distincts, donc ce n'est pas un nombre premier. Et enfin, 11 est bien un nombre premier. Donc si on énumère tous ces nombres premiers, donc nous avons 2, 3, 5, 7 et 11. Donc nous avons 5 nombres premiers sur 13, donc 5 cas favorables à la réalisation de cet événement. Très bien, on passe à la question numéro 4. Lors des 2 derniers lancers, la boule s'est arrêtée à chaque fois sur la case numéro 9. A-t-on maintenant plus de chances que la boule s'arrête sur la case numérotée 9 plutôt que sur la case numérotée 7? Argumentée à l'aide d'un calcul de probabilité. Alors là encore, l'information clé qu'il faut mettre
en évidence pour répondre à cette question, c'est que au niveau de l'expérience aléatoire qu'on est en train de conduire, on nous a bien indiqué que tous les événements élémentaires avaient la même probabilité de se réaliser. Donc, on est face à situation d'équiprobabilité. Et lorsqu'on est face à la situation d'équiprobabilité, ça veut dire que tout événement élémentaire a la même probabilité de se réaliser. 9 est un événement élémentaire. La probabilité de tomber sur 9 donc, sera égale à la même probabilité de tomber sur la cassette, qui est également un événement élémentaire. Donc, toutes ces deux événements ont une chance sur 13 de se réaliser. On va passer à l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, je lis l'énoncé. Le pavage représenté sur la figure 1 est réalisé à partir d'un motif appelé pied de coq, qui est représenté sur de nombreux tissus utilisés pour la fabrication de vêtements. Le motif pied de coq est représenté par le polygone ci-dessous à droite, figure 2, qui peut être réalisé à l'aide d'un quadrillage régulier. Alors, la question numéro 1. Sur la figure 1, quel type de transformation géométrique permet d'obtenir le motif 2 à partir du motif 1? Alors, si on regarde bien effectivement quelle transformation peut nous amener au motif 2 à partir du motif 1, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une symétrie centrale, ni d'une symétrie axiale. Il ne s'agit pas aussi d'une rotation, mais d'un déplacement dans ce sens-là. Et c'est donc comme transformation, c'est ce qu'on appelle une translation. Donc, le motif 2 est retrouvé suite à une translation du motif 1. Alors, on passe à la question numéro 2. Dans cette question, on considère que AB est égal à 1 cm. Déterminer l'aire d'un motif pied de coq. Alors, si on veut déterminer l'aire d'un motif, on peut le décomposer sur plusieurs motifs. À partir de plusieurs motifs, on peut obtenir l'aire totale. Donc, si on regarde un petit peu l'aire du pied de coq, là, cette figure-là, ce motif, on voit que sur la partie centrale, on a un carré qui se dessine. C'est le carré, donc KAEH, qui est un carré dont le côté, c'est 2 fois AB, donc 2 fois 1 cm, 2 cm. Donc, on peut commencer par calculer l'aire du carré AEHK. Alors, on rappelle la formule, le calcul de l'aire d'un carré, c'est le côté fois le côté, ou côté au carré. Ici, le côté est de 2 fois AB égale à 2 cm. Donc, c'est 2 fois 2, donc 4 cm carrés. Alors, les autres figures, donc les autres polygones dont on n'a pas tenu compte dans le calcul, donc on a le polygone KLMN, on a le polygone également BECD, et on a deux triangles IJH et GHF. Alors, si on commence par les triangles IJK et GHF, on voit bien qu'il s'agit de triangles qui sont rectangles, isocèles. Le côté, donc où il y a l'angle droit, chacun des côtés est égal, mesure 1 cm. Donc, on rappelle que l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc ici, si on va calculer l'aire du triangle IJH, on va voir que c'est la même chose que l'aire, bien évidemment, du triangle HFG.
On rappelle ces bases fois hauteur divisé par 2. La base est de 1 cm, la hauteur est de 1 cm divisé par 2, donc ça nous fait bien 1,5 cm². Donc, on a également, si on décompose l'aire du polygone LMNK, on voit bien que c'est la même chose que l'aire du polygone. Ils sont identiques. BCDE. Chacun de ces polygones sont eux-mêmes composés de ces 3 triangles-là qui ont la même aire que le triangle IJH. Donc 3 triangles qui ont chacun une aire de 1,5. Donc c'est-à-dire 3,5. Donc si finalement on va chercher l'aire du motif, alors l'aire du motif sera obtenue en additionnant chaque aire élémentaire qu'on vient de calculer, là, chaque aire. Donc ça va être donc égal à 4 cm². Nous avons finalement combien de triangles de 3,5 cm²? Nous en avons 2. Et 2 triangles dont l'aire est égale à 1,5. Donc 2 fois 1,5 plus 2 fois 3,5. Donc ça nous fait une aire égale à 4. 2,5 égale à 1. Plus 3, c'est-à-dire 4. Donc ça nous fait 8 cm². Donc c'était quand même une question pas difficile. Hein. Il suffit de décomposer donc ma figure. Rappel de l'aire d'un carré, rappel de l'aire d'un triangle, en plus qui est rectangle ici. La question numéro 3. Marine affirme, si je divise les longueurs d'un motif, son aire sera divisée par 2. A-t-elle raison? Expliquez pourquoi. Alors, ce qu'on a vu en cours, c'est que lorsqu'on fait une réduction d'une figure, si on la réduit d'un coefficient k, les longueurs de cette figure, l'aire est alors divisé par k carré, multiplié par k carré, et le volume est multiplié par k au cube. Donc on va rappeler cette propriété. La réduction, ou si les longueurs d'une figure sont multipliées par k, alors l'aire est multipliée par k carré et le volume est multiplié par k au cube. Là, je vous donne ce rappel juste par rapport, si ça pouvait tomber dans un exercice. Là, on ne va pas poser la question au niveau du volume, mais sachez que le volume est alors multiplié par k au cube. Donc, puisqu'on avait l'aire du motif, donc l'aire du motif était donc de 8 cm². Donc, si on va diviser par 1,5, ça veut dire qu'on va multiplier les longueurs. Donc, si on multiplie les longueurs par 1,5, divisé par 2, c'est multiplié par 1,5. Donc, si on multiplie les longueurs par 1,5, d'après notre propriété, l'aire est multipliée par 1,5 au carré, qui fait 1/4. Donc, on va dire donc que Marie a faux. Donc c'est faux. L'affirmation de Marie n'est pas correcte. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous exposerai donc la suite du brevet. Bon courage pour les révisions et bonne chance à tous. Merci, au revoir.